j'ai trouvé ça un peu. Bah, parce que moi, je me mets dans la peau, en fait, du mec Mhm. qui écrit le truc. Forcément, il est partisan. Donc lui, il va jamais nous dire à un moment donné, mais non, mais la République, c'est ça. Mais là, la façon dont il nous le dit, c'est-à-dire, il nous décrit la situation de gens qui sont silencieux, mais moi, que je peux interpréter soumis aussi. Mhm. Et il nous décrit, bon, bah maintenant, ça y est, ils sont en gros obligés de faire la fête et de fêter la République, même si. C'est à Nantes, ça, C'est non? à... Oui, c'est à Nantes, je Oh, crois ben, bien. les Nantais, C'est à Nantes, ouais, je crois bien. ils étaient républicains, les Nantais, hein. Ouais, mais. Non, les Nantais, hein, je parle pas de toute la région, mais d'ailleurs, Ouais. à Nantes, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens de la région qui se sont réfugiés à Nantes. À Nantes, alors attends. Je sais pas en fait, trop de quoi tu me parles. Ouais, parce que bah, c'est tellement juste. Voilà, attends. Je vais retrouver le passage. Ah oui, alors déjà, il y a aussi un truc, mais ça, je vais t'en parler après, sur les fêtes qui sont organisées. Voilà, il y a une fête, la fête de l'aide suprême. C'est c'est un peu bizarre, je À trouve. Nantes? Ouais, à Nantes, ouais, qui est organisée à Nantes. Alors attends. Pardon. Oui, Guillemin, il en parle. La fête de l'être suprême à Nantes. Voilà. Ah, bah voilà. Alors, citoyens collègues, c'est aux représentants disséminés des départements et près des armées à vous instruire de la marche de l'esprit public, parce qu'il est plus particulièrement chargé d'en suivre le progrès. La fête célébrée en l'honneur de l'être suprême dans toutes les parties de la République doit être un thermomètre sur l'opinion générale et sur les changements apportés dans nos relations politiques avec la société et dans celle de nos consciences avec le ciel. C'est à Nantes où nous avons été à portée de juger cette vérité. Et c'est avec les habitants de cette ville que nous avons aussi nous-mêmes célébré cette fête solennelle. Une joie douce, fruit de la tranquillité de l'âme exprimée dans tous les regards, un cortège nombreux, l'ordre, le silence, la majesté de la marche, les discours prononcés par les orateurs, tout nous a convaincus que les Nantais aimaient la liberté et refusaient de rendre et rendaient hommage au culte de la raison. Hmm. Mais tu sais Non, mais là, cela dit, mais moi, quand je dis ça, j'ai l'impression de lire un truc d'un régime communiste. On est. Alors, peut-être, tu vois, non, là, mais il faut. moi, Non, je lis, j'ai non, mais, l'impression d'un régime mais autoritaire qui est en train de s'imposer et qui non, mais dit déjà, ah bah ça attends. y est, ils ferment tous leur gueule, c'est très bien, regarde, ils Non, disent tous il vive faut la voir quand même République. que Nantes a été au cœur de la tourmente, hein. Alors, oui, il y a une grosse bataille à Nantes, Ah bah, c'est ouais. pas, mais tout le temps, hein. C'est Ouais. une ville qui est assiégée depuis longtemps. C'est une ville qui manque de subsistance, qui a 3 jours de manque de subsistance régulièrement, hein. Donc, oui, c'est Carré. En plus, effectivement, on a eu Carrier qui est arrivé, qui a commis des. J'ai lu des choses, c'est moins clair que ça. En tout cas, Mm. il a laissé commettre des atrocités. Et là, bon, donc le comité l'a fait rappeler, a mis fin à ces histoires-là. Mais bah, c'est une situation de guerre, là, avec une fête qui permet une certaine Ouais, mais c'est le truc du l'ordre règne, etc. Enfin, tu vois, le discours qui est amené, bon, ben, bah, il a rien à envier à en- Staline, à machin. Enfin, je veux dire. oui, mais là, encore une fois, on est dans un contexte de guerre. Tu veux qu'il parle comment Ouais, mais ce que c'est- je lis à travers. Alors, c'est vrai, on est dans un contexte de guerre. Mais justement, là, en plus, c'est le vainqueur, j'ai envie de dire. Oui, mais il Je lis parle pas la d'une. plume du Oui, mais il vainqueur. parle pas d'une ville qui a été matée, qui a été prise. Non. Nantes Ouais. a toujours été du côté républicain. Alors, Nantes, C'est, ils sont battus. quand il parle du silence des Nantais, ça ne veut pas forcément dire ce que tu crois. Enfin, Bah, il dit l'ordre, le silence, tout est revenu, l'ordre, etc. Ça fait un peu, bon. Je sais Mais pas. ceci étant, la fête de l'aide suprême a Alors, été. la fête de l'être suprême aussi, j'ai trouvé ça un peu, pardonne-moi, mais d'inspiration maçonnique, un peu, non? Bah, est-ce que quand on croit en Dieu sans être forcément catholique, on est obligatoirement franc-maçon? Non. Bon. Voilà. Mais à l'époque, ce Non, mais concept à d'être l'époque, suprême, il n'existait pas. Enfin, c'est il les n'existait francs-maçons. pas. Bah, c'est les francs-maçons qui ont ramené ça, non? Bah, il y a Bah, l'Église catholique qui est là présente, qui n'a pas d'accord, mais supporté d'autres des non, mais hérésies ou d'autres. c'est ce que je viens de te dire. Tout le monde n'est pas franc-maçon et tout le monde n'est pas catholique. Et Mhm. pourtant, les gens qui ne sont ni l'un ni l'autre peuvent aussi croire en Dieu. Ouais. C'est- Bah, il l'appelle Dieu. Pourquoi l'appeler l'être suprême? Parce que c'était un terme utilisé par l'Église catholique, etc., qui n'était pas. Voilà, c'est un rejet de l'Église catholique. Parce que Mais moi, quand je non. dis ça, j'ai l'impression, tu sais, à travers cet être suprême, et puis certaines de leurs motivations, tu sais, je vois un régime. En fait, j'ai le sentiment que cette guerre de Vendée,
cette guerre de l'Ouest, elle a été le théâtre, on va dire, pour le moment, en fait, voilà, pour la République de s'imposer, en fait, et de dire, en fait, vous n'aurez pas le choix. C'est-à-dire que si c'est un peu Non. presque, c'est pas une espèce de menace sur toute la France qui pèse en disant, regardez, les Vendéens ou on va dire, allez, les régions de l'Ouest qui ont osé se soulever contre la République, eh ben la vengeance, hein, c'est pour ça, bon, il parle de vengeance, Rénal Sécher, mais en tout cas, le coup près de la République sera terrible et va s'abattre sur vous, et c'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé parce qu'il y a eu une insurrection armée. C'est tout. Hein. C'est pas parce qu'ils sont catholiques ou quoi que ce soit. Hein. C'est-à-dire, toute la France. Ah, ils en parlent de ça quand même. Non, mais, Ça évidemment. les emmerde, l'armée catholique. Mais Il y a c'est plein eux- de non, mots où mais- ils disent oui, oh, l'armée catholique, Mais oui, mais cette armée catholique. Oui, mais c'est eux qui se proclament. Oui, armée qui se catholique. proclament armée catholique. Donc, Mais ils en alors parlent qu'en avec fait, le plus grand mépris. C'est vrai, quand même. mais ils n'ont pas beaucoup de respect pour l'Église, tu vois. Alors on le sent, ah bah voilà, ils n'ont pas évidemment. de respect pour Mais l'Église. après, si on parle effectivement beaucoup de catholiques, c'est parce que eux-mêmes, les rebelles eux-mêmes, se proclament. Oui, ils se catholiques. proclament armée Donc, catholique. bon, Il y a même des Mais- trucs où ils disent, alors je vais te retrouver le passage où il parle des nobles et il dit par exemple, oui, les nobles, ils donnent leur argent à ces rebelles, comment dire, dans l'espoir. Alors en fait, je sais pas comment je dois le prendre, mais tu sais, c'est un peu l'obsession de ces discours qu'on retrouve souvent dans les systèmes politiques que, allez, je lâche le mot, que j'appelle fascisant, où on te rabâche sans cesse une idée. Et alors là, on nous dit par exemple les nobles, ah, ils lâchent leur argent parce que tellement ils détestent la République et ils seraient prêts à tout et à tout perdre pour faire exploser ce système. Mais en fait, aussi, on déteste les aristocrates côté républicain, on le vrai. dit très affiché Ça se clairement. dit, mais il n'y a jamais eu de proscription générale. Ils n'ont jamais été proscrits de manière générale. D'ailleurs, sur place, beaucoup de nobles sont restés. Dans les rangs républicains, il y a beaucoup de nobles. Ils n'ont jamais proscrit les nobles. Hein. Évidemment, quand on était noble, on était plus facilement suspect. Bon. Mais il n'y a jamais eu de proscription générale des nobles. Ça, c'est pas vrai, quoi. D'ailleurs, souvent, les hommes sont souvent partis, mais souvent, les femmes, qui étaient elles aussi nobles, sont restées pour garder les biens. Tu vois, elles n'ont pas forcément été arrêtées. Ouais, parce que là, ils ont des mots Alors, terribles. après, mais terribles, effectivement, oui, ils ont mais des mots il y a terribles, des hein. mots, mais après, il faut voir aussi la réalité des choses. Tu vois, Bah, moi, je me dis, les mots, en tout cas, ça transparaît quand même qu'il y avait une certaine forme, en tout cas, de pensée chez les Évidemment. révolutionnaires qui Non, mais disaient à mort les nobles, à mort les curés, quoi. Ça me paraît. Oui, mais pas chez tous après. Pas chez tous. D'ailleurs, Robespierre c'est souvent opposé à ça. Et Robespierre c'est toujours opposé à la proscription en masse des nobles et des prêtres. Hein. Surtout des prêtres d'ailleurs. Tu vois, et il y a de tout. C'est un bouillon, ce truc-là. La révolution, c'est un bouillon. Tu as toutes les tendances possibles. C'est pour ça que tu pourras trouver, effectivement, en lisant des documents, tu pourras trouver tout et son contraire. Oui, Mais il faut voir qui est au pouvoir et qui met sa marque, si tu veux. Pas forcément qui dirige, mais qui oriente les tendances. Et la tendance, il n'y a jamais eu de proscription générale, en fait. Effectivement, la révolution s'est faite pour renverser l'ordre ancien, mais il n'y a pas forcément eu une proscription générale des individus en eux-mêmes. Tu vois, Parce que là, ça, oui, on me dit, ah oui, à cette époque, si tu n'étais pas chrétien, on te coupait la tête. Non, c'est pas sûr. Ça, non, mais, c'est Léonard là, qui dit ça. là, je sais pas si- J'ai peut-être envie de dire, c'est peut-être Je dis, l'inverse, je pour dis pas certains. quand je dis qu'il n'y a pas eu de proscription en masse, je ne dis pas qu'il n'y a pas de nobles qui ont été proscrits. Ouais. Quand ils étaient considérés comme suspects ou traîtres, effectivement, oui. Oui. Mais pas en tant que tels, tu vois. Mais ils avaient déjà, on va dire, un a priori, hein, en tout cas, contre les nobles et contre Évidemment, les... évidemment. Mais c'est parce qu'ils ont un a priori qu'ils ont forcément, qu'ils ont réellement exécuté, massacré tout le monde. Oui, C'est oui, pas le cas. c'est vrai, c'est pas. Mais ce qu'on lit, c'est quand même une espèce Ah bah, ils sont- d'aversion. Et puis, Ah bah oui, bien sûr. moi, ce que je veux dire, hein, c'est que j'ai senti tout au long du livre, si tu veux, la volonté de. J'ai senti un régime. Enfin, alors, je dis régime. On pourrait dire, effectivement, c'est le gouvernement qui est en charge. Mais je dirais régime parce que c'est un nouveau régime quand même quand il arrive. Et que j'ai senti justement cette volonté en lui de s'imposer, d'appuyer, de dire, bah, coûte que coûte, on va, tu vois, on va montrer que c'est nous qui dirigeons quoi maintenant. Quoi. Bah Et oui, je sens avec une force que Et j'avais pas est-ce soupçonnée que en tu- fait. Est-ce que tu crois qu'ils pouvaient gagner la guerre autrement? Alors, ils sont en guerre contre toute l'Europe. Tu gagnes pas une guerre contre toute l'Europe et une partie de la population interne
avec des bisounours. Je veux dire, Oui, c'est vrai. je veux dire, Mais quand- bon, quand- il non, mais- cherche un peu les guerres, parce que la guerre contre la Hollande, il la provoque. Hein, Ouais. c'est le comité, bon, l'Angleterre aussi. Alors, mais- l'Angleterre fait des tu vois, gestes. le problème, c'est Oui, que bon. tu dis il. Tu vois, Bah, le comité de salut public. Ouais, mais quand tu dis il, c'est qui il? Ouais. Encore une fois, comme je Ah, dis- qui il dans le comité non, non, mais en fait, on met tout le monde dans le même sac, mais en- Ouais, mais c'est une tendance, parce qu'à la fin, bah non, mais après, t'as des gens qui sont au pouvoir qui vont devoir chercher la guerre, mais qui ne la voulaient pas forcément. D'ailleurs, encore une fois, Robespierre s'opposait à la guerre. Les Jacobins principaux s'opposaient, ne voulaient pas de la guerre. Parce que justement, ils avaient compris que ça allait amener une catastrophe, quoi. D'ailleurs, une des grosses craintes, d'ailleurs, c'était le césarisme. Et la guerre va effectivement amener Bonaparte. Et ça, Robespierre le dit dans ses discours, il dénonce, il craint ça, quoi. Bon, et ça a eu lieu quand même. Bon, donc ils gèrent le truc, mais c'est pas forcément eux qui sont responsables de la situation. Tu vois, il y a ceux qui gèrent, il y a ceux qui sont responsables. Tu vois, c'est un peu comme aujourd'hui, tu vois. Tu vois, aujourd'hui, d'ailleurs, ceux qui sont responsables, j'ai pas grand-chose. Ah bah, quoi. moi, j'ai fait certains parallèles, hein, je dois bien le dire, entre aujourd'hui et la situation actuelle et ce que je disais là, parce que dans les discours, moi, justement, voilà. Mais la différence, c'est que là, on a des gens qui veulent sauver la France. Oui, mais justement, je me dis, est-ce que c'est la France qui sauve ou c'est leur régime républicain? Bah, c'est les deux, hein. Mais c'est la République de l'époque, à mon avis. Cela dit, le régime n'est pas stabilisé. Ah non, c'est le début, c'est vrai. Voilà, c'est. Mais c'est quand même, il est né dans la République, est-ce qu'elle n'est pas? Parce que là, tu vois, ça me pose une question, on va Vas-y. dire, presque philosophique, plus profonde. Mais est-ce qu'il n'y a pas un grand mensonge dans la République, hein, je parle de la France, bien sûr, parce qu'elle serait née, justement, non pas de la volonté populaire, véritablement, mais de la volonté d'une élite qui l'a portée et qui, elle, l'a imposée au reste. Bah, je pense que les deux peuvent être vrais, quoi. On ne peut pas nier qu'il y a quand même un mouvement populaire. La France n'aurait jamais pu soutenir le choc de l'Europe sans un certain assentiment populaire. Et le 10 août, alors est-ce que les fédérés représentent le peuple? Mais de toute façon, toutes les transformations sont faites par des élites. De toute manière, la Oui, masse, oui. elle suit toujours. Enfin, elle est toujours amorphe, bon, léthargique. Quand tu vois aujourd'hui, c'est pareil. Hein. Bon, mais non, il y a quand même, il y a une marque populaire là-dedans. Hein. En l'an 2, t'as alors, on peut discuter, mais partout, tu as des comités de surveillance qui s'installent. Il y a un côté populaire. Les administrations ou les municipalités sont renversées, municipalités bourgeoises, et sont remplacées par des gens plus issus du peuple, etc. Tu vois, il y a une prise en compte des sans-culottes, bien que le comité en vérité soit un peu, le comité et la convention soient un peu emmerdés par ce mouvement-là qui est un peu agité. Tu vois, d'ailleurs, ils sont beaucoup plus pour la terreur, par exemple. Tu vois, là, ça rappelle plus d'ailleurs le côté prolétariat, machin, tu vois, lutte des classes, ils sont plus dans ce truc-là. Alors, c'est pas, le comité, par exemple, n'est pas dans cette logique-là, quoi. Et eux sont vraiment plus pour les hébertistes, etc. C'est eux sont vraiment pour la terre. Et eux, c'est quand même plus populaire que. Alors, évidemment, est-ce que le peuple des villes, parce que les sans-culottes, c'est plutôt des urbains, est-ce que le peuple des villes doit être tenu en compte comme si c'était le peuple de France, tu vois. Oui, parce que c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas... Mais- Parce que souvent, là, on a l'impression que... J'ai presque envie de dire, cette révolution, elle est très parisienne, Mais, non? Elle est mais très- d'ailleurs, tout à l'heure, je te le disais, face à l'insurrection des Vendéens, les paysans des régions alentours se soulèvent aussi contre eux. Contre ceux Contre, qui se bien soulèvent. sûr, Ouais. bien sûr. C'est notamment également pendant la vire de Galerne. On a effectivement l'armée républicaine qui sert de plus en plus les rebelles, mais tu as les gens du coin aussi qui leur donnent la chasse. Ça, je sais pas, tu l'as. Bon, t'as pas pu tout lire, mais J'ai pas vu ce donc, passage où les gens, encore une fois, il y leur a du peuple des deux côtés, quoi. C'est faire croire qu'il y a qu'un peuple du bon côté, du côté du roi et du goupillon, c'est pas vrai, quoi. Oui, c'est pas aussi, c'est plus compliqué que ouais, ça. c'est beaucoup plus complexe. Mais il y a quand même, voilà, un régime donc naissant qui est autoritaire et qui s'impose
sans hésiter par la force, quoi. Alors après, Bah, situation de guerre, etc. mais Mais quand même, on est dans, non, mais attends, on est dans un contexte de guerre et encore une fois, c'est pas un régime qui est stabilisé. Il faut quand même pas oublier que les députés se faisaient la guerre entre eux, ils se faisaient une guerre à mort entre eux, hein. Je sais pas, j'ai fait le comptage du nombre de députés qui avaient été exécutés ou morts, etc., quoi. Il y en a plus d'une centaine. Ils sont pas au front, les mecs, hein. Mais député, tu risquais ta peau, quoi. Donc c'est une guerre à mort. Donc évidemment, ils sont un peu tendus, quoi, tu vois. À commencer par le comité. Bon, on sait que Danton était à la guillotine, Hébert était à la guillotine. Détends, alors oui, dans Robespierre. on en parle souvent comme des Guillotine. agents britanniques. T'es d'accord aussi avec ça? Parce que Hébert, je l'entends tout le temps, Danton, je l'entends tout Eh ben, le temps. écoute, sur cette question-là, effectivement, je pense que Danton a un jeu assez trouble. Il y a une lettre de Mathiez. Enfin, Mathiez présente une lettre qui me paraît assez probante. Ouais. Ouais. Ouais, je ne sais plus qui l'écrit. Et dans cette lettre, donc la personne qui écrit dit à quelqu'un, à son correspondant, on a un agent, où il paraît qu'on a un agent, Danton, et un ami à lui, Paré. Je ne sais pas si ces personnages-là existent. En fait, oui, ils existent bien, quoi. Tu vois. Mais le fait que le gars se pose la question de savoir s'il existe, ça veut dire que lui-même ne les connaît pas. Et comme en plus, il donne des noms de gens qui réellement existent, qui en plus sont réellement amis. Paré était quand même ministre je crois, de l'Intérieur. Agent anglais, ministre de l'Intérieur, tu vois. Non mais c'est Ouais, pour voir. C'est pas simple, quoi, cette situation-là. Il y a de la trahison à tout. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait pu avoir donc des grosses influences Bien sûr, étrangères bien sûr. sur la Révolution. Donc, C'est une évidence. des gens qui ont intérêt à ramener, on va dire, le sens du courant vers quelque part plutôt que autre part. Bien Alors, sûr, notamment, on sait très bien que sur ces questions-là, il faut lire Olivier Blanc, Les Hommes de Londres et La corruption sous la terreur. Et là, on voit il dénonce justement tous ces agents d'influence. Et souvent, leur but, c'est quoi? C'est de pousser à de pousser à l'excès. C'est- Comme je disais tout à l'heure, Robespierre, c'est pas un fou furieux de la terreur, mais tu as des gens qui, justement, veulent noyer la révolution dans le sang. Tu sais, ils veulent qui veulent pousser, voilà, pour qu'elle se tue d'elle-même finalement, Voilà, à exactement. force d'avoir poussé Exactement. cette... D'accord, ouais. On trouve sans doute le même genre de choses en Vendée, tu vois. Alors, il faut voir une chose, c'est qu'à Paris, le pouvoir n'est pas, on sait pas, rien n'est stable, hein. On voit la vitesse à laquelle changent les choses. Les uns, un qui était au pouvoir un jour, le lendemain il est à la guillotine, etc. Ça change très vite. En fait, il n'y a pas beaucoup d'États en réalité. D'ailleurs, après, je parlerai d'un bouquin qui justement, c'est Jean-Clément Martin qui le dit. Le problème, c'est pas qu'il y a trop d'États, contrairement à ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a pas d'État. C'est des gens ils font presque des moulinets pour se donner l'impression qu'ils ont du pouvoir, quoi. Mais en réalité, ils n'ont pas de pouvoir, quoi. Ils font décréter des choses, ça ne se répercute pas. Donc, à Paris, tu as des gens qui sont en lutte pour garder le pouvoir, parce que pour gérer la guerre, il faut quand même qu'à un moment donné, tu aies une stabilité au pouvoir. Tu peux pas. C'est pour ça que le comité se bat pour garder le pouvoir. Et la Convention le comprend, qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait une certaine stabilité. Et pendant un an, quoique tous les mois, les membres du comité de salut public soient remis en cause, tous les mois, la Convention les confirme dans leur pouvoir. Elle les renouvelle. C'est pas qu'on ne demande pas à la Convention, c'est que la Convention a conscience, elle comprend Qu'il faut de la stabilité. Qu'il faut de la stabilité. Parce que sinon, le système n'a jamais s'imposé. D'ailleurs, à partir de quand est-ce qu'il n'y a plus de stabilité? À partir du moment où les armées de la France sont victorieuses. C'est à partir de là qu'il n'y a plus de stabilité. Mais jusqu'à ce que, tant qu'il y avait le péril, la Convention comprend. Tout le monde donc au niveau de Paris, le pouvoir est instable. Paris envoie des représentants en mission, mais qui sont eux aussi de tendances diverses. Ensuite, on a des généraux sur place qui sont issus de différents corps, donc ils ne sont pas forcément d'accord entre eux, qui ont des rivalités, ne serait-ce que déjà de corps, tu vois, et qui n'ont pas forcément les mêmes tactiques. En plus, on a ensuite la troupe qui est complètement divisée, qui n'obéit pas forcément. Quand Hoche, lui, aura le commandement en 95, il veut mettre en place une tactique plus douce, etc. Et il se rend compte que les mecs, ils continuent à piller, etc. Tu vois. Et en fait, c'est ça le problème. Il ne faut pas croire que
Oui, qui a un commandement vraiment aussi. T'as un C'est commandement, un peu le bordel. on dit un truc, ouais. on dit un truc, Non, ça marche droit. Ça marche pas comme ça du tout. Ouais, ça marche C'est- pas. C'est-à-dire, même si le comité, en fait, voudrait, quand bien même, avoir la bonne intention de dire on va mettre un peu d'ordre et tout là-dedans, remettre de l'ordre dans la réalité sur place pour que ça redescende, c'est beaucoup plus Ça marche compliqué pas comme que ça. Ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. D'ailleurs, on parle souvent du décret du 1er août. C'est le fameux décret où. Le décret du 1er août, c'est un arrêté du comité du 26 juillet qui est transformé en décret, puisque c'est le rôle du comité de proposer des mesures. On parle souvent de ce décret, c'est le fameux décret Le où décret en cours. il est question de brûler les moulins, etc., les forêts, les moulins, les haies, etc., et d'évacuer les femmes, les enfants et les vieillards. Ce qui n'est pas nouveau, on trouve déjà cette disposition dans une circulaire du 7 mai. Texto, hein. Évacuer les femmes, les enfants et les vieillards. Ouais, mais ça, Donc c'est une formule terrible quand même. Parce que tu sais que. mais si on ne veut pas les tuer, il faut. Oui, bien non, sûr. mais attends, Mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Non, mais parce qu'on en a parlé quand j'étais en vendée de ce décret. Et, Ouais, mais et qu'est-ce on qu'ils pourra- m'ont dit on va en reparler, on va en Non, mais reparler. c'est qu'ils m'en ont parlé de ça, de cette évacuation. Ils me disaient que les gens, on les jetait, puis on leur disait, bah ça y est, vous êtes évacués, quoi. Mais on était en train de brûler leur maison, mais ils allaient où? Si tu brûles ma maison, Ah mais d'accord, d'accord. Mais c'est ce que je te dis, c'est après il y a une différence entre ce qu'on décide à Paris et puis ce qui se fait réellement sur le terrain. Mais c'est pas le sujet. Ce que je veux te dire, c'est qu'on parle souvent de ce décret-là, du 1er août, on ne parle jamais du décret du 27 juillet. Le décret du 27 juillet condamne à mort les pillards et les violeurs. Parce qu'il avait conscience qu'il y avait ce genre de choses. Ben, il y a un décret qui condamne à mort les pillards et les violeurs. Et malgré tout, ça se fait quand même. Mais c'est pas. Il faut voir qu'il y a une différence entre l'intention des gens qui reprennent la République et puis ce qui se passe réellement sur le terrain. Ce qui se passe, c'est pas forcément qu'ils l'ont voulu, qu'ils l'ont encouragé. C'est qu'ils n'ont pas pu l'empêcher. C'est pas la même chose. Ouais, je comprends bien. Alors, on va faire la petite pause. Ah, encore? Ouais, c'est comme ça. La deuxième pause, la régie, elle est prête. Elle est prête, c'est magnifique. Et puis on revient après. Et puis. Alors, là, on va essayer de répondre aux questions. On va répondre, voilà. Ah. Posez vos questions, allez-y. On me dit oui, Poutine, le live marche. Eh ben oui, ça marche. Magnifique. Donc laissez vos questions et ensuite on répondra à la troisième partie. À vous, la régie. Voilà, de retour donc sur la libre antenne, toujours avec Philippe Landeux, toujours sur la guerre de l'Ouest. Et on était en train justement, tu es en train de rechercher la citation d'où est extraite ce commentaire là justement, c'est le doute m'habite. Bon, il est marrant un peu. Alors voilà, je cite donc la citation: il n'y a rien de bon dans la Vendée. La race est mauvaise, il faut y transporter une peuplade de républicains qui cultiveront ce pays le plus fertile de la République. Ces réfugiés ne valent rien, ce sont des lâches en général. Il n'y a de réfugiés dignes d'intérêt que ceux qui sont mis dans nos bataillons. Voilà. Alors, cette lettre, on la trouve dans mon bouquin. Ouais. Alors, je n'ai pas retrouvé la date, mais c'est une lettre des représentants en mission. Ça doit être Hens et Franck Castel, un truc comme ça, ouais. ou Hens Garot et Franck Castel. Effectivement, alors, ils ont des mots très durs, mais il faut quand même savoir que ce sont eux qui, dans la foulée, ordonnent l'évacuation de la Vendée. Donc, D'accord. Ouais. d'un côté, tu vois, c'est tout le paradoxe. Si tu prends un document, sans avoir l'ensemble des documents, c'est que tu lis ça, tu te dis, mais c'est des fous furieux. Or, c'est les mêmes qui arrêtent que les habitants doivent se retirer de la Vendée à 20 lieues, quelque chose comme ça, quoi. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intention de les massacrer, quoi. Tu vois, contrairement à ce qu'on a l'impression qu'on en retire de cette lettre. Alors, ouais, voilà, aussi, c'est pour reprendre un peu le discours de Robespierre, parce que j'en ai pas fini, mais il y a encore des choses, moi, qui m'avaient choqué. Voilà, par exemple, il disait, toujours dans le même discours, j'ai demandé que le peuple fasse un effort pour exterminer les aristocrates qui existent partout. Entre parenthèses, applaudis. Aristocrate, ça ne veut pas dire noble, hein, à l'époque. Alors c'est quoi un aristocrate à c'est l'époque? plutôt, effectivement, ce sont les tenants de l'ordre ancien, quoi. C'est le contre-révolutionnaire. Ça voudrait dire quoi? C'est l'équivalent de l'oligarchie d'aujourd'hui, quand on dit l'oligarchie? Oligarchie et tout ce qui peut les soutenir, quoi, tu vois. Mais c'est pas au sens de... D'accord. On me dit, d'accord, on dit il s'agit de Nicolas Hens, fier républicain député de la Moselle. D'accord, c'est lui l'auteur de la citation. Oui, ça doit être un truc comme ça. Ouais. Ensuite, on me dit, Monsieur Landeux pourrait-il nous parler un peu du tannage des pots Hux du pont de C? Ouais. Alors, j'avoue que c'est
c'est un sujet qui n'apparaît absolument pas dans les documents. Ouais. Mais ça, on en a enfin, parlé en Vendée aussi. Oui, oui, Oh là là, oh là oui, là. oui, d'accord. Ça les a choqués Oui. là-bas. Mais alors, c'est en fait un fait divers. Alors, justement, moi, comme ça n'apparaît pas dans tous les documents, hein, c'est un fait quelque chose qui a été très marginal. Et donc j'ai lu un bouquin sur le sujet, donc je pense que je vais le montrer à l'écran. Là. Donc c'est Jean-Clément Martin. Donc un détail inutile. Voilà. Donc c'est un petit bouquin sur la question. En fait, le seul cas qui serait avéré, ce serait dans la région d'Angers, à la fin de de l'épisode de la virée de Galerne. Ouais. Puisque, donc, comme j'ai dit, les rebelles redescendent vers Angers, là ils se font massacrer. Et dans ce contexte-là, donc un chirurgien-major du nom de Peckel aurait effectivement tanné quelques cadavres, enfin récupéré de la peau sur quelques cadavres, une trentaine de cadavres. Ouais, parce que là-bas, c'est Auschwitz, mais je te le dis, les vrais Non, mais- publics. Ouais, mais enfin bon, Non, parce qu'on me l'a dit, ça. Oui, on, oui, on- oui. on me l'a dit, ouais, ils tannaient les poux, j'étais choqué. Non, J'ai mais- dit, c'est pas possible. On mais dit, mais je t'assure. non, c'est pas il. Bah, c'est- ils, les républicains. Non, quoi. non, mais c'est pas il, les républicains, c'est un mec qui fait ça, quoi. Qui fait ça dans son. Enfin, il fait ça de sa propre initiative. Je n'avais jamais entendu parler, apparemment, tu vois, ils n'avaient pas entendu parler non plus. Alors, par contre, après, on nous parle beaucoup de Meudon. Ouais. Là, par contre, je pense que c'est du pur fantasme. Il y a plusieurs trucs. Alors, il y a Meudon, et puis il y a un autre rapport, je vais en parler. Meudon, ça aurait été alors là, l'usine à la tannerie, tu vois. Mais- Auschwitz avant l'heure. sauf que, en fait, qu'est-ce que c'était Meudon? Meudon, c'était le centre secret d'études pour d'artillerie. Ouais. Centre d'essai d'études pour l'artillerie. Pour Quoi. l'artillerie, ouais. Et également le centre où a été mis au point l'aérostat, le ballon d'observation qui servira à Fleurus. Donc c'était un centre secret. Donc on comprend qu'effectivement le fait que ce soit secret, ça ait pu générer des rumeurs, mais le coup de la tannerie à Meudon, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, Meudon, c'est pour ainsi dire à Paris. Oui. Donc imagine qu'à 2 pas de Paris, il y a eu une usine de tannerie de peau humaine. Bon, c'était pour en faire quelque chose. Et soi-disant, donc les révolutionnaires auraient apprécié ce genre de choses. Les révolutionnaires en tête, donc je vais faire le lien après avec Saint-Just. Imagine que des gens comme Robespierre, Saint-Just, enfin tous les révolutionnaires aient eu ce genre je sais pas comment appeler ça, c'est tellement dégueulasse, des pantalons, enfin des culottes en peau humaine, on les aurait montrés. On a tellement tout fait pour les calomnier, pour les rendre terribles, monstrueux, que si on avait trouvé des trucs pareils chez eux, on l'aurait exhibé. Bah, il n'y a rien. Hein. C'est du verbal, il n'y a rien, il n'y a pas de... Là, il y a une tannerie, il y a quand même quelque chose de matériel qui en sort. Elles sont où ces peaux? Il n'y a pas de... Bon. Donc là, donc l'histoire de Peckel, apparemment, c'est avéré, donc il le dit. Mais le coup de Meudon, c'est bidon. Après, il y a également, soi-disant, un fameux rapport que Saint-Just aurait signé. Le problème, c'est que de ce rapport, on nous dit, ah, il y a un rapport, hein, mais à part le fait de nous dire il y a un rapport, avec trois On l'a phrases, jamais vu, là. Il est pas là. trois phrases répétées en boucle. Donc, et là, c'est signé, donc c'est pour ça que je parlais de Saint-Just, c'est un rapport qui serait soi-disant approuvé par Saint-Just. Donc Saint-Just aurait sûrement adoré les culottes en peau humaine. Bon, mais c'est pas compliqué, il a été exécuté Saint-Just, hein, donc on a ses papiers. Bon, je pense que si on a ses papiers, on a sa culotte. Hein. Bon, mais alors, apparemment, parmi ses effets, il n'y a pas de culotte en peau humaine. Hein. Donc, enfin, tu vois, Donc ça, c'est plus donc, de la légende. voilà, Enfin, ça mais a été le c'est- fait d'une personne, visiblement, mais ça n'a pas été généralisé, quoi. Ah oui, mais c'est... Voilà, Loin de là. Alors, ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est que... Ils étaient quand même horribles, quand même. mais pourquoi tu dis il? C'est un mec, c'est pourquoi tu dis... Bah, il représente. Après... Non, mais il représente que lui. Il représente qui? Bah, il était mandaté par les Républicains. Non Non, il a fait ça de sa propre initiative, le mec. Quoi. Dans ce contexte-là, où il n'y a pas d'autorité, où les mecs font n'importe quoi sur le terrain, ben, le mec, il a fait ça. Quoi. C'est un chirurgien-major, c'est un médecin, c'est pas n'importe qui, déjà. Tu vois, Oui. Ce que je veux dire par là, c'est pas à la portée du premier venu de faire ça. Quoi, tu vois, bon, c'est arrivé. Mais il faut voir aussi que dans le contexte de l'époque, on n'a pas forcément non plus le même rapport au corps, etc. Tu vois, c'est ce qu'elle explique. D'ailleurs, à l'époque, il y a beaucoup de séances où les gens viennent assister
pas une autopsie, ouais. genre une autopsie, tu vois, on Ouais. vient découper les mecs, tu vois, ils assistent à ça, quoi, tu vois. Aujourd'hui, ça nous paraît. Bon, donc, tu vois, vrai. il faut remettre les choses dans le contexte. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qui a été ordonné. Mais ça n'apparaît même pas. Ils sont même pas au courant de ce truc-là. Quoi, Ouais. tu vois, et je pense pas qu'ils auraient. On me dit la guerre a-t-elle un rapport avec la franc-maçonnerie? Alors parce qu'on n'arrête pas de me demander aussi, alors je n'évince pas la question, est-ce que Robespierre était-il membre de la loge Saint-Maurice? Voilà, ça on n'arrête pas de me le dire depuis tout à l'heure. À ma Il était connaissance, orateur voilà, auprès de la loge Saint-Maurice. moi, à ma connaissance, il était pas franc-maçon du tout. Hein. D'accord. Euh, Là, c'est effectivement, t'as entendu dire ça, mais. Bah, D'ailleurs, c'est ce en qu'ils plus, je disent, vois hein. pas. Donc, moi, Franchement, j'arrive pas à savoir. En fait, je pose la question à tous les spécialistes de Robespierre. Tantôt, on me dit qu'il était franc-maçon, tantôt, on me dit qu'il ne l'était pas. Voilà. Toi, tu me dis qu'il n'était pas. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'il n'était pas. Il y a Thierry Messon aussi, qui connaît bien. Il m'a dit non, il n'était pas franc-mason. Non, Et mais- puis, il y a, je sais non, plus mais il qui, était qui pas avait dit qu'il franc-maçon, était franc-maçon. Donc, on ne sait Ouais. plus. Je vois pas quand est-ce qu'il aurait eu le temps de l'être. Hein, entre nous. Alors, on sait qu'il a appartenu à un cercle qui s'appelait les Rosati. Ouais, d'accord. Alors, les ouais. Rosati, ça fait. Ça fait un peu Rose-Croix. Mais c'était un truc ludique. C'était Illumi- pas. C'est un mélange Illuminati, Non, Rose-Croix, non, quoi, non, tu vois, non, c'est c'est- Rosati. Ça n'a rien de maçonnique en fait, D'accord. ce cercle-là. C'est un cercle de notables du coin. Je crois même qu'il y a des femmes en plus dedans. C'est un truc ludique. Mais à l'époque, À l'époque, il faut il y a se pas rendre de compte télé, qu'il y a hein. beaucoup de salons, beaucoup de clubs, beaucoup Voilà. de. Voilà, c'est Voilà. la grande mode au XVIIIe siècle, il y a de ça partout. Il n'y a pas de télé à l'époque. Hein, Il y a pas de télé, non, ouais. voilà, donc ils font partie de clubs. D'ailleurs, il était également membre de l'Académie des lettres d'Arras. Ouais. Voilà, les cercles, en fait, c'est ces cercles, quoi. Après, bon, il était également juge, avocat, etc. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais dans ces cercles, c'est les Rosati et ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? La duchesse de Berry a tenté de faire un putsch en 1832. Hélas, cela échoua, l'action étant limitée à l'est de la Loire inférieure, nord de la Vendée et sud-est de l'île-et-Vilaine. Pouvez-vous nous en dire? D'ailleurs, à cet épisode, beaucoup de bruit circulait sur d'éventuels savons fabriqués à partir de graisse humaine. Perso, je n'y crois pas, je pense que c'est des légendes. Car en cette période 1830, de nombreuses savonneries Ça dit ont 1830. ouvert dans Nantes et sa région et des rumeurs de ce genre ont circulé. Ah bah, déjà pour vu. quelle raison? Elle dit qu'il y a eu une autre tentative en 1832, la duchesse de Berry qui a tenté de faire un putsch et de. Ouais, c'est chose. Ah, d'accord, ouais, de Mais bon, retraverser c'est la Loire. 1832, si tu veux, c'est. Oui, on est bien après, évidemment, les événements dont on parle, mais bon, est-ce que c'est la suite? C'est ça qu'elle me demande. J'en Non, parle c'est pas. pas d'accord. Est-il vrai qu'après l'anéantissement de l'armée catholique et royale lors de la virée de Galerne, le général Turreau met au point un plan visant à quadriller la Vendée militaire par 12 colonnes incendiaires avec pour ordre d'exterminer tous les brigands ayant participé à la révolte, femmes et enfants inclus, Oui. de faire évacuer les populations neutres ou patriotes, de saisir les récoltes et les bestiaux et d'incendier les villages et forêts afin de faire de la Vendée un cimetière national avant de la faire repeupler par un peuple de réfugiés républicains. Oui, Ça, mais je n'ai pas le Alors, cœur, c'est un peu voilà, ça. et ça aussi, c'est quelque chose Oui, que. Alors, parce que tu sais, comme je Oui, disais, mais- en Vendée, on me l'a souvent sorti. On m'a dit, il y a eu ici, non seulement, effectivement, un génocide, mais on m'a dit, et c'est exactement ce que m'ont dit là-bas les gens, ils m'ont dit, mais ils ont fait venir ensuite des réfugiés pour repeupler la Vendée. C'est vrai, ça? Oui. Parce que La Roche-sur-Yon, semble-t-il, qui est la préfecture actuelle du département, depuis Napoléon, parce que on avait détruit l'ancienne préfecture. Qui était quoi, Fontenay? Fontenay, voilà, Ouais. qui a été complètement détruite. Ah ouais, Pareil. mais ça, je sais. C'est ce qu'on m'a Est-ce que ça a été à expliqué. l'époque de Turreau? Je ne sais pas. Ah, d'accord, c'est ce qu'on m'a expliqué Mais, là-bas. non, en mais tout cas, moi, cela dans dit, l'histoire, ce que dit cette personne-là est tout à fait exact. Hein. Tout à fait exact, d'accord. Oui, mais c'est Ouais. effectivement le plan de Turreau. Ouais. Ouais. Alors, parmi les réfugiés, d'ailleurs, il n'y a pas que des gens qu'on a importés de l'extérieur, il y a aussi des gens, des gens qui avaient fui. Il y a beaucoup de gens qui, au début de la révolte, de l'insurrection, fuient. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas forcément à revenir. Mais, il y a eu une guerre civile, les mecs se sont étripés entre eux, tu vois, donc le mec qui revient. Tu vois, sans l'armée pour les protéger, ils risquaient leur peau, les mecs, quand ils revenaient. Donc ils ne sont pas tous revenus, quoi, tu vois. C'est un peu, ouais, d'accord. Oui, c'est un c'est- peu piégé quand même. Ah, mais non, mais dans cette affaire, c'est une chose complètement c'est piégée. dramatique, hein, c'est dramatique. C'est- Parce qu'effectivement, oui, ceux qui sont partis. Même vont si tu veux revenir, faire les ça choses fait- bien, tu ne peux pas. Tu vois, t'as des vengeances qui courent. Voilà, c'est. Et Turreau, lui, il a été à quelle période le grand commandant là, dans Ah bah, cette il a affaire été, il est commandant à partir au début 94 jusqu'au du début, là, Ouais, jusqu'au 13 mai. jusqu'au 13 mai. Après, il est envoyé à Belle-Île. D'accord. Belle-Île-en-Mer, d'ailleurs, pour diriger la garnison
par peur, toujours, d'un débarquement. D'un débarquement britannique, oui. Ça, alors là, on en parle tout le temps de ce débarquement britannique. Ça fait vraiment très peur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore comme question, hein? Allez-y. Hein. Oui, on parle de 6 ateliers de tannage humain de Nantes au Mans, de fours en terre, de massacres de femmes et enfants qui, tête à la baïonnette dans certains ouvrages. Il y a toujours une peau tannée dans un musée de Nantes. Oui, Que... alors justement, là, il en parle. C'est pas, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais encore une fois, Jean-Clément Martin en parle dans son bouquin. La fameuse peau tannée de Nantes, apparemment, serait une peau d'un républicain qui a demandé lui-même qu'on lui tanne la peau, quoi. Sérieux? Donc, non, mais alors, c'est compliqué là. voilà. Un républicain qui a demandé qu'on lui Non, tanne la peau. je sais plus pour quel motif, mais enfin, pour qu'il soit toujours là, quoi, grosso modo, quoi, tu vois. D'accord. Alors, on me dit. Comment dire voilà. Ok, oui, que pensez-vous que faire des discours de Monsieur Mélenec, docteur en histoire et spécialiste breton? Oui, c'est vrai qu'on m'a posé la question. Je Tu connais pas? D'accord. On m'a posé aussi mais qui parle de quoi? qui parle de ces épisodes-là, quoi, certainement, du tannage des peaux bretons. Mais je te dis, moi, dans tous les documents que j'ai vus, c'est une histoire qui n'apparaît pas. Donc, moi, la seule chose que je sais, c'est ce que j'ai lu dans ce bouquin, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oh là là, il y a des sketchs, il y a le doute m'habite, il me dit le rapport dont vous parlez est, je pense, celui de l'officier de police Canet. Et on peut le trouver facilement, voici un extrait. Hamé fait allumer les fours et lorsqu'ils sont bien chauffés, il y jette les femmes et les enfants. Nous lui avons fait des représentations. Il nous a Non, mais répondu. ça, c'est autre chose, ça, Tu non? connais ça? Bah, c'est le Oui, rapport mais Canet. Hamé, c'était un général. Ouais. Non, Et oui, non, mais ouais, il y a ouais, des, non, mais il y a ouais. des gens qui ont effectivement commis des atrocités sans nom, quoi. On se demande ce qui leur est passé par la tête, hein. Et c'est pas des choses qui ont été cautionnées par la Convention, hein. Elle ne le savait pas, et quand elle l'a su. Et d'ailleurs, on est toujours que c'est Robespierre qui a cautionné tout ça. Ouais. Sauf que, alors effectivement, les généraux ont été arrêtés, notamment, alors, les principaux généraux, c'est Turreau, Grignon et Huchet, qui ont été arrêtés le 29 septembre 1994. Ils ont été amnistiés. Alors qu'eux, ils sont vraiment responsables d'atrocités, quoi. Atrocités, viols, incendies, enfin la totale, quoi. Ils ont rien Et fait. ils ont été amnistiés par les gens qui foutent tout sur le dos de Robespierre. Bon. Voilà, mais donc, oui, des atrocités ont été commises, mais la question, c'est de savoir qui les a ordonnées, qui est réellement responsable. Est-ce qu'ils l'ont fait en tant que républicain ou en tant que fou furieux, quoi. Tu vois, c'est pas en tant que républicain qu'ils l'ont fait. C'est des militaires, ils ont le pouvoir, ils sont sur place. Dans toutes les guerres, il se passe des trucs dans ce genre-là, hein. Bon, là, c'est vraiment des extrémités. Mais, Et du putsch. On me dit, êtes-vous au courant qu'il existe au musée Carnavalet, à la Bibliothèque nationale de Paris, un exemplaire de la Constitution et une déclaration des droits de l'homme reliée en peau humaine? j'ai entendu ça, ouais. Et Georges Et Harrison il en qui parle, dit mais ça. encore une fois, sur cette question des peaux tannées, des peaux humaines, lisez ce bouquin-là. Mais la Constitution, elle a été faite en peau. J'en sais rien. C'est glauque, hein. Mais Franchement, on va se renseigner sur cette affaire, mais c'est glauque, hein. Ils ont fait une Mais Constitution. encore une fois, à la limite, c'est pas mon sujet, mais on est dans un contexte qui n'est pas celui d'aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas forcément le même rapport, etc. Enfin, c'était pas nouveau, ce genre de truc de peau, machin. Mais voilà, je vous dis, lisez ce bouquin-là, moi, c'est pas mon sujet, donc ne me posez pas forcément ce genre de questions, quoi. De nos jours, comment est perçu Robespierre à l'école par les professeurs d'histoire, notamment au lycée? Bah, Robespierre, Sans doute, ça dépend sans doute des j'ai professeurs presque aussi, hein. envie de dire, il est un peu mal vu quand même, Ah paradoxal, de Robespierre. manière générale, oui. Moi, ce que je me rappelle oui, de bien lui sûr. à l'école, on me dit que c'était un... Bah, c'est le tombeur de tête, quoi. On nous le présente comme l'homme responsable de la terreur. C'est-à-dire celui qui avait qui a eu la folie de faire tomber Non, toutes en les fait, têtes et que ça se finit par que sa tête elle tombe. Ouais, En non, gros, hein, je résume oui. vulgairement. Moi, je vais résumer autrement. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Voilà. Non, mais c'est surtout ça, hein. Ça, c'est plus près de la vérité que ce mythe du Robespierre tyran, etc. Bon, enfin, Bah, c'est un Mais mythe qui persiste quand même. Parce que toi, bah, justement, mais il ne peut persister que d'autant plus aujourd'hui. On veut absolument pas de révolution aujourd'hui. On va pas faire l'apologie des vrais révolutionnaires. Tiens, on peut se prétendre de la révolution, mais par contre, on occulte complètement les révolutionnaires. On oublie évidemment ce qu'ils ont dit. Tu vois. Et t'en penses quoi d'ailleurs de ce qu'a dit Robert Henri Guillemin sur Oui, Robespierre? dans l'ensemble, c'est très correct. Ouais. J'ai une vision assez proche de la sienne. Ouais. D'accord, parce que ça, on me l'avait posé aussi cette question. Qu'est-ce qu'on me dit? Pourquoi n'apprend-on pas en cours d'histoire
à l'école ce que l'invité nous raconte? Bah, il vient de vous le répondre. D'abord, là, le problème, c'est que la question est, elle est vague. Bah, On surtout, apprend pas quoi. il veut dire oui, bah, surtout, certainement remettre un peu Mais de toute manière, à l'école, un équilibre un peu, quoi. qu'est-ce qu'on apprend réellement à l'école? De La première question. de manière générale, dire que la Révolution, évidemment, je l'ai faite à l'école, ça m'a pas marqué. Hein. Moi, c'est tout ce que je sais sur la Révolution, c'est parce que j'ai travaillé après, mais voilà. Et puis après, ça dépend aussi, je pense, beaucoup du professeur. Tu vois, t'es un professeur passionné, robespierriste, tu vois, Il va forcément, te ce transmettre ce ça. sera pas la même, C'est la vrai. même histoire que l'autre prof, tu vois. Donc, mais bon, ça c'est de manière de l'histoire. Je pense que l'école, c'est fait pour éventuellement, je sais pas si aujourd'hui elle y arrive, mais en tout cas, c'est fait pour donner un goût de l'histoire. Après, c'est à chacun de s'intéresser à un épisode de l'histoire et de travailler de son côté, quoi. Mais forcément, rien que la Vendée, Ah bah. tu vois le truc. Ah, il y a du boulot. Tu me donnes du boulot déjà. Voilà, tu vois. donc c'est très complexe. Voilà, rien que la Révolution, on peut y passer 10 ans à l'étudier. Donc évidemment, à l'école, en 3 mois, qu'est-ce qu'on Ouais, apprend? c'est un peu léger. Donc forcément, on fait obligatoirement des raccourcis. Et bon, c'est pas forcément les meilleurs, quoi. Alors, on me pose des questions aussi, on me demande, l'invité ne pense-t-il pas que finalement Robespierre fut pris au piège de la terreur qu'il a lui-même instaurée? Ah, justement, non. Ah, alors. Ah, mais il n'a pas instauré la terreur. Non, il l'a pas instauré. Toi, tu Non, mais, réfutes ça. ah, mais non, mais ça, absolument. c'est pas moi qui le réfute. Il y a un mouvement général. Encore tout à l'heure, je t'ai parlé des sans-culottes. Eux, ils voulaient la terreur. La Convention, elle, au contraire, elle voulait. C'est quoi la terreur? La terreur, c'est un système répressif, mais dirigé. La Convention ne voulait absolument plus revoir les massacres de septembre. Voilà, c'est venu d'en bas, quoi. Mhm. Donc, voilà, donc, ils font pour le mieux, ils dirigent la répression, quoi. Ils instaurent, c'est ce qu'on appelle la terreur. Mais c'est pas Robespierre qui le met en place. Je dis pas qu'il n'est pas d'accord avec, mais c'est pas lui qui le met en place, quoi. Et par contre, Robespierre, lui, théorise la terreur. Mais il la théorise des mois après. Tu vois, c'est parce qu'il la théorise que c'est lui qui la met en place. Tu vois, C'est-à-dire, à la fin, quand même, voilà, il y a des discours très durs. Robespierre aussi, Ouais, où il mais- dit exterminons. Mais là, encore, tu mélanges encore les sujets. Là, tu me parles de la Vendée, là, on est en train de parler de la terreur. Oui, oui. La Vendée, c'est encore un cas particulier. Ça sort presque du cadre de la terreur, la Vendée. On est dans un contexte de guerre civile. Ouais, mais il a un peu la même mentalité, non? Non, d'accord. La terreur, c'est quelque chose de précis. C'est quelque chose de légal, de carré. Là, en Vendée, c'est un truc qui part dans tous les sens. C'est presque un truc hors contrôle. Tu vois, ça sort presque du cadre de la terreur. Ça compte dans le bilan, mais c'est pas dans le bilan de la terreur, dans le bilan de la Révolution. Mais ça sort, à mon sens, ça sort du cadre de la terreur, quoi. Mais on peut en rester quand même à la question qui nous occupe, savoir Robespierre et la terreur. Robespierre meurt justement de ne pas avoir été un dictateur, de ne pas avoir voulu pousser la terreur jusqu'au bout, quoi. Et ce sont tous les gens qui sont pour la terreur qui le tuent. C'est quand même. Qui l'organise? C'est Fouché. C'est Fouché qui fait le 9 Thermidor. Il y a Barrère, il y a Collot d'Herbois, il y a Billaud-Varenne, il y a. Tous ces gens qui sont pour la terreur sont contre Robespierre. C'est quand même étonnant, tu vois. Si c'était Robespierre le champion de la terreur, il serait derrière lui, tu vois. Pas l'inverse. Bon, donc. Puis il finit par se faire avoir par la terreur. Oui, parce que justement, oui. Alors, on me dit, sachant le couloir républicain créé à la Révolution pour finir à nos jours par une société capitaliste, la Vendée ne fut-elle pas l'exemple, entre guillemets, bien voulu à ne pas suivre pour la bonne marche du Attends, système? reprends, c'est où, En là fait, elle est où la question? elle est là. Il nous dit, en fait, sachant le couloir républicain créé à la Révolution pour finir à nos jours par une société capitaliste, la Vendée ne fut-elle pas l'exemple, entre guillemets, bien voulu, entre parenthèses, à ne pas suivre pour la bonne marche? C'est-à-dire qu'en fait, la Vendée, ça a été l'occasion, l'opportunité de montrer à toute la France ce sera la République ou alors répression terrible, on ne laissera Non, pas. il n'y a pas de. C'est une démarche pragmatique. Ils sont pas la répression de la Vendée, c'est pas idéologique au départ. C'est pas un truc. C'est du pragmatisme. Il y a une insurrection, on l'écrase. Au départ, Mais attends, après. sachant le couloir républicain créé à la Révolution pour finir à nos jours. Déjà, ce qui amène à nos jours, ce n'est pas la Révolution elle-même. Enfin, le problème, c'est par exemple, j'écoutais il y a 2 jours là, une émission d'apostrophe avec François Furet. Et lui,
Pour lui, la révolution, ça peut finir à 1830, 1870, ça peut même venir jusqu'à nos jours. Bon. Avec une définition aussi large de la révolution, ça ne veut plus rien dire, quoi. Ouais. Pour moi, la révolution s'arrête à Robespierre. Avec Robespierre, Elle est très courte, donc, chez toi, la ben, révolution. c'est un mouvement ascendant. Et puis, une fois que lui il est mort, eh ben, on revient à l'ordre bourgeois. Et là, par contre, ce que la personne dit est vrai. C'est-à-dire qu'après Robespierre, oui, l'ordre bourgeois se met en place jusqu'à nos jours.